Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. Bonjour à tous, on reste ensemble pendant encore 1 heure jusqu'à 13h en direct parce que vous le savez, Sud Radio c'est la radio, vous pouvez suivre comme n'importe quelle radio vos jeux en direct avec notamment le camarade Clément Arion qui est en duplex, on rejoindra tout à l'heure, mais j'accueille d'abord Joseph. Bonjour Joseph. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Comme chaque jour on vous retrouve pour cette heure où décidément les Jeux Olympiques sont dans tous leurs états et aujourd'hui on a un programme quand même assez canon, il faut le dire. Oui, exactement, on va démarrer l'émission avec George Eddy qui est une ponte du basket parce que la demi-finale arrive, les Français jouent l'Allemagne et c'est un grand défi. France Nature Environnement attribue une médaille d'or du greenwashing à ces Jeux Olympiques. L'association sera avec nous sur Sud Radio. On approche de la fin de ces Jeux Olympiques et les sans-abri qui sont relogés actuellement, eh bien qu'est-ce qu'ils vont devenir? On se posera la question et on aura Yann Manzi de l'association Utopia 56 qui va nous en parler et on terminera sur une note musicale. On vous laisse la surprise, mais ça va être absolument génial, Maxime. Ça, c'est pas ce qu'on appelle le talent du teasing pour rester jusqu'à la fin, mais je confirme ce que vient de dire le camarade Joseph, restez jusqu'à la fin parce que de fait, notre invité est extraordinaire et en plus, on ira chanter tous ensemble. On rejoint le camarade Clément qui est du côté de Versailles pour le tennis de table. C'est ça, Clément Arion? Bonjour. La porte de Versailles. La porte de Versailles. C'est mieux. Exactement. C'est pas la même chose. Et oui, les Français qui viennent de s'incliner, la marche était trop haute. Malheureusement pour eux, ça a commencé avec le double. La paire Alexis Lebrun et Simon Gauzy qui n'a pas fait le poids face aux Chinois Malong et Wang Chuqin. Ça, c'était le premier match, donc une défaite 3-0. Deuxième match ensuite en simple, Félix Lebrun n'a pas démérité, mais il a quand même gagné un petit set face à Van Zendong, champion olympique en simple. Et c'était pas si facile, 3-7-1. Ouais, c'était quand même très compliqué pour nos Français. Et puis derrière, Alexis Lebrun, le grand frère, s'incline lui aussi en simple 3-7-1 face à Chuqin. Défaite 3-0, voilà pour nos Français. On affrontait quand même la meilleure équipe du monde, tout simplement. Quadruple championne olympique. Ah, ça aurait été un exploit, Clément. Exactement. Pour vous donner une petite idée, les trois Chinois, c'est un peu Djokovic, Federer, Nadal au tennis, tout simplement. En même temps. Voilà, c'était un petit peu trop fort, tout simplement. Les Français qui se sont bien battus, loin d'être ridicules quand même, mais ça n'a pas suffi. On peut aller chercher une médaille quand même ? Exactement, on va jouer pour une médaille de bronze contre le Japon demain, ça sera à 10h. On espère une seconde médaille française pour le tennis de table dans ces JO. Et puis on suivra dans les vraies voies, messieurs, évidemment, Joseph va peut-être en parler, mais le basketball à 17h30 face aux Allemands, la demi-finale, j'y serai et on va tenter de l'emporter et d'être en finale pour le basket. Et ça va pas être facile, ça sera compliqué aussi, en effet. Bon, on va l'espérer, comme quoi les Français sont capables d'aller chercher des exploits. Ils l'ont déjà fait. Et le rendez-vous est donné puisque les frères Lebrun joueront pour la médaille de bronze demain à 10h depuis la porte de Versailles. Ça veut dire que d'ici midi, normalement demain à même heure, même endroit, dans cette belle émission, on aura le résultat pour savoir si on a décroché la médaille. Avec Simon Gauzy, si on le rappelle, il y a aussi, et on parle donc, on le rappelle, de tennis de table, pas de ping-pong, et mon pas cher de Maxime. Ping-pong, parce que j'ai fait l'erreur au début de semaine, je me suis fait sermonner, mais mesdames, on peut parler messieurs. de ping, on peut dire du ping si on veut être un peu spécialiste, mais on parle de ping ou de tennis de table, mais pas de ping-pong. On a opté pour le tennis de table sur Sud Radio. Donc on va s'apprêter, on s'apprête à tout simplement quitter le tennis de table pour rejoindre le basket, Joseph. Ah, exactement, et on va retrouver George Eddy, journaliste sportif et spécialiste du basket, consultant Canal+. Bonjour George. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio parce que les Français jouent un match cet après-midi contre l'Allemagne. Ça va être un immense défi parce que les Allemands ils sont champions du monde en titre. Mais les Français, on se dit qu'ils sont peut-être capables de le faire parce que nos Français ils ont battu les Canadiens, George Eddy, et ça c'était déjà un exploit. Donc on se dit pourquoi pas. Tout à fait. A priori, le Canada était même une équipe plus forte que l'Allemagne sur le plan du talent individuel. Ils avaient quand même 10 joueurs NBA dans l'équipe canadienne. Et surtout, l'équipe de France a montré un autre visage par rapport au match de poule et au match de préparation où ils nous ont souvent un peu déçus par la qualité de leur jeu. Là, ils ont tout changé. Ils ont changé le style de départ, les tactiques, l'engagement de tous les joueurs. Le staff a fait des ajustements très intelligents et tout a fonctionné à merveille pour battre une équipe de Canada super forte sur le papier. Donc maintenant, il faut refaire un autre exploit
contre les champions du monde en titre, une excellente équipe allemande qui nous a battus en poule assez facilement, mais avec ce nouveau visage et cette nouvelle façon plus moderne de jouer, l'équipe de France peut très bien réussir cet exploit. Alors il y avait un nom qui revenait sur toutes les langues, c'était celui de Victor Wembanyama, mais en fait George Eddy, est-ce que c'est lui véritablement qui a fait la différence? En fait c'est un collectif, vous avez parlé de changement dans le 5 majeur, est-ce que vous pouvez un peu expliquer au grand public ce qui a changé et est-ce qu'il n'y a que Wembanyama dans cette équipe? Oui, justement, il n'y a pas que Wembanyama parce qu'il a peut-être fait son plus mauvais match. Il n'a marqué que 7 points en attaque. Il n'a pas du tout dominé en attaque. Il était présent au rebond avec 12 rebonds. Et au contre, c'est déjà pas mal. Mais les joueurs décisifs sont des joueurs beaucoup moins que nous que Victor Wembanyama. Ça commence avec Isaiah Cordinier, qui a été intronisé dans le 5 de départ. Un coup de génie de Vincent Collet qui a été sévèrement critiqué jusque-là. Cordinier a fait le match de sa vie, 22 points, son record de carrière en équipe de France. Il a marqué des paniers à 3 points en début de match pour donner confiance à l'équipe française. Et à côté de lui, nous avons 2 intérieurs de petite taille, Yabusele et Le Sort, qui ont totalement écrasé les intérieurs canadiens. Ils les ont usés en marquant, en provoquant énormément de fautes, notamment Le Sort. Et il va falloir le même recette pour battre les Allemands, même s'ils sont plus grands à l'intérieur. Il faut aller les chercher, les agresser, provoquer des fautes, parce que les joueurs comme Yabusele et Le Sort sont des stars en Euroleague. Ils sont intenables. Et donc, on pourrait encore penser que ils vont être aussi importants, sinon plus importants que Wembanyama. Mais attention, Wembanyama peut se réveiller. Et peut-être si la défense allemande se concentre plus sur Le Sort et Yabusele, ça va donner un peu plus d'espace à Wembanyama pour briller et peut-être pour aller marquer 15 ou 20 points. Vous avez tout connu, George Eddy, dans le basket. Est-ce que ce tournoi olympique, pour vous, c'est pas l'un où le talent et la qualité des équipes n'est pas incroyable? Alors l'autre demi-finale, c'est États-Unis-Serbie. Vous connaissez parfaitement le Team USA. Il y a LeBron James qui est présent. Il y a Kevin Durant. Ce niveau là de basket, vous l'avez déjà connu avec cette ambiance incroyable? Bon, j'ai eu la chance de couvrir tous les Jeux Olympiques depuis Barcelone en 92, mais c'est évident que le tournoi cette année est le plus fort dans l'histoire des Jeux Olympiques. Et c'est tout simple. Depuis 92 et l'arrivée des joueurs NBA avec la Dream Team à Barcelone, tous les autres pays ont énormément progressé. Et maintenant, on a un tournoi de 12 équipes avec 10 équipes qui pensaient au départ pouvoir aller chercher une médaille. Donc, le talent et le niveau n'a jamais été aussi élevé. Et c'est pour ça aussi que les Français, ils ont perdu 4 matchs de suite en préparation parce qu'ils ont joué les gros adversaires. Après, dans les matchs de poule, on se fait battre par l'Allemagne et on a beaucoup de difficultés pour battre le Japon, qui est quand même moins un favori que les autres. Donc, tout ça, c'est pour prouver que le niveau mondial du basket par rapport au basket international par rapport aux Jeux Olympiques n'a jamais été aussi élevé. Et bon, là, quand vous voyez les 4 équipes qui sont en demi-finale, Team USA, c'est presque aussi fort qu'à l'époque de la Dream Team de Jordan. Les Allemands sont champions du monde en titre et la Serbie, ils ont 3 fois le meilleur joueur NBA, Jokic, bien entouré par d'autres joueurs de super niveau. Donc, on n'a jamais vu un niveau aussi élevé. Et c'est pour ça que l'exploit des Français face aux Canadiens est un tournant historique pour nos équipes. Ils étaient critiqués, ils ont pris plein la gueule, mais ils ont su réagir et retrouver un visage concurrent, et on espère voir ce visage-là contre l'Allemagne à 17h30. Ouais, quand ils sont bousculés, nos Français, c'est vrai qu'ils trouvent des ressources absolument incroyables. C'est là où ils sont le meilleur. Merci beaucoup, George Eddy, d'avoir été avec nous, et on espère que nos Bleus vont passer en finale et pourquoi pas retrouver le Team USA ou les Serbes. Oui, et puis on vient d'en parler, les succès de nos sportifs sont largement suivis, notamment dans les fan zones. Bonjour Quentin Gérard. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et à quelques jours de la fin de ces Jeux Olympiques, on peut le dire, les fan zones ont clairement été un succès
à Paris, notamment celle de la Villette, de l'Hôtel de Ville ou de Vincennes, mais il y en a une qui est beaucoup plus atypique, Quentin. Oui, c'est aux arènes de Lutèce. Ici, les gladiateurs ne combattent plus que sur écran géant. L'enceinte gallo-romaine accueille gratuitement certains soirs jusqu'à plus de 2000 spectateurs. En plein milieu de cet amphithéâtre du 5e arrondissement de la capitale, des centaines de personnes allongées sur des transats sous une sorte de grand parasol blanc, juste en face du grand écran. Étienne, lui, se réjouit d'être venu après avoir été conseillé par des amis. Je pense que ça s'y prête particulièrement, même au niveau acoustique. On a quand même la place, c'est pas surblindé ou quoi, c'est un lieu chargé d'histoire et ouais, c'est vraiment unique, on en profite, c'est vraiment des moments, c'est à la fois historique et sportif, on mélange les deux, donc non, c'est vraiment un pied. Au bord du complexe, un emplacement pour se restaurer, plusieurs stands à l'initiative de la mairie avec différents exposants itinérants. Pour ceux qui veulent faire du sport dans cette ambiance festive, il y a même plusieurs tables de ping-pong à disposition. Christine vient-elle d'arriver de Belgique avec son mari pour suivre les JO. Ils ont été surpris alors qu'ils voulaient simplement visiter le lieu. J'avais vu à la télévision qui parlait des arènes de Lutèce. Je me dis, tiens, puisqu'on est à Paris, on va aller le voir. Et en arrivant ici, j'ai vu qu'il y avait une fan zone. C'est formidable. Je trouve que c'est bien organisé. Il y a de quoi boire. Les enfants peuvent s'amuser. Les gens sont à l'ombre s'ils ont envie. Enfin, c'est vraiment chouette. Et pour les franciliens ou ceux de passage, vous pouvez toujours en profiter jusqu'au 8 septembre à la fin des Jeux paralympiques. Merci beaucoup Quentin Gérard, mais vous n'allez pas quitter ce studio sans recevoir une rouste monumentale, mon cher Quentin. C'est pas du ping-pong. Qu'est-ce qu'on a dit, Joseph? Expliquez-lui la règle. Tennis de table ou ping? Mais on dit pas des tables de tennis de table. Ça fait bizarre. Mais si. Alors faites comme Quentin, écoutez Sud Radio pour savoir comment on se doit de parler de ces Jeux Olympiques. À tout de suite. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. Vous êtes sur Sud Radio et vous êtes dans l'émission qu'il faut écouter pour suivre le sport dans tous ses états, ces Jeux Olympiques dans tous ses états. Et on est toujours avec Joseph Ruiz avec un sujet qui concerne grandement les Jeux Olympiques, mon cher Joseph, parce que c'est la réduction des déchets plastiques. C'était la trajectoire souhaitée par le comité d'organisation des JO et aussi par les JO paralympiques. Et pourtant, plus de la moitié des 17 millions de boissons seront servies à partir de bouteilles en plastique individuelles. Et ça, forcément, ça ne convient pas à tout le monde. Et ça convient pas aux visiteurs déjà et aussi aux associations. Et on était avec Pierrette Sopin, responsable du pôle prévention à la FNE, France Nature Environnement. Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Vous avez attribué la médaille d'or du greenwashing. On rappelle, le greenwashing, c'est afficher une fausse ambition écologique tout en participant au dérèglement climatique. À ces Jeux Olympiques, pourquoi vous avez attribué la médaille d'or à ces Jeux du greenwashing ? Alors, en fait, c'est simple. Finalement, nous sommes intéressés à la stratégie de distribution du groupe Coca-Cola durant la compétition. Et nous étions assez optimistes parce que, comme vous le disiez, le groupe Coca-Cola et le comité d'organisation des Jeux Olympiques se vantaient d'adopter une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique pendant l'événement. Même le président du groupe Coca-Cola entendait révolutionner la distribution des boissons pendant les Jeux, et donc ça nous satisfaisait. Jusqu'à ce que nous mettions la main sur un document confidentiel du comité des Jeux Olympiques qui indiquait prévoir 17 millions de boissons distribuées et également distribuer 10 millions via des bouteilles en plastique. Donc, ce qui était bien loin de l'ambition affichée de jeux zéro déchet. Et donc, attention, quand le groupe Coca-Cola prétend fournir des boissons aux consommateurs sans distribuer de contenants en plastique à usage unique, c'est là où nous avons décerné cette médaille du greenwashing, puisqu'en fait, le groupe Coca-Cola considère qu'il ne distribue aux consommateurs que des éco-cups qui se remplissent par miracle et oublie la bouteille en plastique à usage unique qui la remplit. Et donc on a fabriqué 13 millions d'éco-cups en plastique qui vont être remplis par 10 millions de bouteilles en plastique. Ça veut dire quoi en gros, ces éco-cups? On les voit de plus en plus dans certains festivals, même des festivals qui se veulent écologiques. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une espèce de détournement de l'éco-cup, par exemple. Ça a été compliqué pour certains qui sont allés sur les sites olympiques d'avoir une éco-cup et derrière elle est soi-disant consignée, mais en fait ils peuvent plus la rendre. Donc il y a quoi? Il y a un détournement de l'éco-cup aujourd'hui?
Non, en fait, l'éco-cup, c'est quelque chose de positif puisque du coup, on met en place un système qui est réutilisable. Alors, il faut juste interroger sur quel est le contenant qui va remplir cette éco-cup. Et c'est là où on attendait le groupe Coca-Cola, c'est que en effet, ils ont mis en place des fontaines de boissons du groupe Coca-Cola, mais pas un nombre suffisant. Ils ont indiqué que c'était souvent pour des raisons de logistique opérationnelle, et ils ont même indiqué que parfois c'était parce que il n'y avait pas assez d'événements sportifs dans les enceintes où elles allaient être installées pour être pérennes. Justifier une... Mais alors en fait, quand on dit pérenne, c'est finalement pour que ça soit rentable pour le groupe Coca-Cola. Et par exemple, sur le Stade de France, le groupe Coca-Cola n'a pas souhaité mettre en place de fontaines parce qu'il n'y a pas assez a priori d'événements sportifs. Donc a priori, puisque là derrière on a juste de la communication du groupe Coca-Cola, mais sans arguments chiffrés derrière qui nous permettent de vérifier. Mais ils ont considéré que le Stade de France n'était pas une enceinte dans laquelle on pouvait mettre des fontaines sur le long terme Coca-Cola. Et nous, c'est ce qu'on trouve regrettable parce que si on ne peut pas installer ça au Stade de France et donc estimer que ça aurait pu servir pour les Jeux Olympiques mais aussi pour tous les autres événements qui vont être accueillis, c'est vraiment dommage. Ça veut dire quoi? C'est le cas sur tous les sites olympiques, par exemple du côté du Stade de France, ça n'a pas été possible. Est-ce que par exemple du côté de Roland-Garros, ça a été possible? Alors, je n'ai pas les chiffres exactement de où sont placées ces fontaines, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est intéressant sur le cas de Roland-Garros, mais ça me permet de vous parler d'un autre sujet sur ces bouteilles en plastique, c'est qu'à l'occasion des Jeux Olympiques, en fait, il s'avère qu'ils ont bénéficié d'une dérogation. Depuis 2020, on a la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage, qui a mis en place une interdiction de distribution gratuite de bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public, sauf dans un cas précis, en cas d'impératif de santé publique. Et il s'avère que le comité d'organisation des Jeux Olympiques ont invoqué cet enjeu pour justifier la dérogation à cette interdiction de distribuer des bouteilles en plastique en indiquant que c'était le seul moyen d'éviter le dopage par sabotage. Et donc en soi on pourrait dire bon peut-être, mais déjà aucun document officiel n'a été donné pour justifier de cette dérogation. Et donc aux côtés d'autres associations, France Nature Environnement avec Zero Waste France, No Plastic in My Sea, Surfrider, nous avons fait la demande de justifier de cet impératif de santé publique, puisqu'on voit... Allez-y. Pardon. Non, puisque du coup, dans la jurisprudence, on voit bien que cet impératif de santé publique, il a été uniquement utilisé lorsqu'on était face à un besoin de protection de l'intérêt général, comme le Covid-19, des risques liés à l'amiante, et que là, dans le cas précis, on ne voyait pas pourquoi on leur donnait l'autorisation de distribuer des bouteilles en plastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sponsors comme Coca-Cola sont peut-être un peu trop puissants à votre goût et qu'on ne peut pas les contraindre? Peut-être. Ce sont des sponsors, ce sont des lobbying plus que des sponsors, c'est ce que vous nous dites un peu. C'est vous qui le dites, mais on va dire que moi ce que je peux vous dire c'est que c'est que par exemple Roland-Garros, en fait il y a aussi parfois des volontés politiques très fortes, et justement vous parlez de Roland-Garros. En 2024 ils ont interdit, ils ont respecté la loi, et donc aucun athlète n'avait des bouteilles d'eau en plastique. Tous les athlètes avaient des comme quoi c'est possible. Aujourd'hui, ces Jeux Olympiques, pour vous, est-ce qu'ils sont vraiment écolos? De nombreux efforts auraient pu être faits, et nous ce qu'on voit c'est qu'il y a eu il y a eu beaucoup de mauvaise foi et un manque de détermination politique. Ouais. Vous êtes un peu déçu, quoi, en gros, parce que on va le rappeler quand même. On va le rappeler. Vous êtes déçu à la marge, mais on a quand même eu des gros efforts du côté du COJO, notamment pour avoir des infrastructures. Il y a 2 infrastructures qui ont été créées. Quand on compare aux Jeux de Rio, par exemple, ou aux Jeux de Tokyo, faut quand même rappeler que les Jeux Olympiques, dans leur globalité, ont permis d'éviter des énormes constructions, non? Bien sûr, mais en fait là encore, je ne critique pas du tout l'organisation des Jeux Olympiques. Là, je voudrais juste faire un focus sur les plastiques, puisque encore une fois, il y a eu des prises de parole publiques du groupe Coca-Cola, du COJO, qui laissaient entendre qu'ils avaient un comportement écologique ambitieux, révolutionnaire. Et il a rappelé que 10 millions de bouteilles en plastique produites, ça n'est pas révolutionnaire, et qu'on reste toujours dans le même modèle de l'emploi de la bouteille en plastique, qu'on jette, qu'on recycle. Merci beaucoup Pierrette Sopin, responsable du pôle prévention à France Nature Environnement, et vous demandez donc, si on comprend bien, la généralisation des fontaines à eau notamment,
et surtout aussi pour les sodas, quelle que soit la marque d'où elle provient. Absolument, et une véritable lanceuse d'alerte sur la surutilisation du plastique, notamment en effet sur les sites des Jeux Olympiques. On se retrouve toujours dans les Jeux Olympiques dans tous leurs états avec le camarade Joseph Ruiz, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états, Maxime Liédo, Joseph Ruiz. Et vous entrez dans la dernière partie de la compétition dans cette émission que sont les Jeux Olympiques dans tous leurs états, et qui commence par le papier de Jules Bosgariné. Bonjour Jules. Bonjour à tous. Et avec vous, pour décrypter cette actualité des Jeux Olympiques, on va parler du coup de gueule, d'un coup de gueule qui a beaucoup fait réagir d'ailleurs sur Sud Radio, d'un athlète sur David Gouillet, de soupçons de corruption. Mais avant ça, quel résultat à la mi-journée ? Et malheureusement, je viens pas qu'avec des bonnes nouvelles. L'équipe de France de tennis de table par équipe vient de perdre sa demi-finale face à la Chine. Elle s'incline sur le score de 3-0 malgré avoir pourtant répondu présente, comme sur ce point lors du premier set par Alexis Lebrun. On n'a pas les images, mais vous pouvez entendre avec les coups de raquette que ça se rend coup pour coup jusqu'à ce que en fait Alexis Lebrun se retrouve mais à quelques mètres de la table et finalement il finit par gagner le point. Donc les Français vont donc jouer pour le bronze. La petite finale est prévue demain à 10h contre le Japon. Alors on espère bien évidemment les voir décrocher cette médaille de bronze. Et quelles sont les affiches à suivre aujourd'hui ? Alors il y a des demi-finales en handball et en basket. Suède-France à 16h30 pour les championnes olympiques du handball et ce très alléchant France-Allemagne à 17h30. Les Bleus vont tenter de confirmer la belle victoire contre le Canada et surtout de laver l'affront de la claque reçue contre cette même Mannschaft 85-71, on le rappelle, lors de la phase de groupe. Plusieurs finales au programme aujourd'hui en athlétisme. Pas moins de 5 finales au Stade de France. 20h pour le saut en longueur et 21h25 pour le 400 mètres haies chez les femmes. On y retrouve les Françaises Hilary Pacha et Louise Maraval. Chez les hommes, le programme est plus chargé avec 3 finales. Ça commence à 20h25 avec le lancer de javelot, puis à 21h30 avec la finale du 200 mètres, avec pourquoi pas un doublé pour l'américain Noah Lyles, tout juste sacré sur le 100 mètres. Et la soirée se termine en beauté avec le 110 mètres haies à 21h45. Et tiens, d'ailleurs, Jules, à propos d'athlétisme, ça se passe pas forcément bien pour les tricolores. On a combien de médailles ? 0 pointé pour l'instant pour la délégation française en athlétisme. Ça fait plaisir à personne et certainement pas à David Douillet qui ne comprend pas comment certains athlètes peuvent être aussi satisfaits par une 13e place. Un gros tacle du champion olympique très certainement adressé à Jimmy Gressier, 13e de la finale du 10 000 mètres. Alors oui, le Français vient de terminer 13e, mais il vient aussi de battre le record de France sur la distance, de quoi se permettre un tour d'honneur du Stade de France. Et il a d'ailleurs répondu à David Douillet au micro de RMC. Je savais qu'en venant sur ce 5000 mètres, j'avais rien à perdre parce que j'avais déjà réussi en quelque sorte mon championnat, même si je finis 13e et que certains, comme Monsieur Douillet, pourraient dire que on s'extasie avec une 13e place. Mais il faut savoir que dans notre sport, une 13e place mondiale, surtout avec un chrono moins de 27 minutes, c'est pas n'importe quoi, mais bon, c'est pas très grave, il n'est pas connaisseur. Et je l'invite à monter sur un tapis de course, à se mettre à 22 km/h et tenir le plus longtemps possible. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Le message est passé. Voilà. Pour répondre à Jimmy Gressier, quand même, qu'il faut aussi faire face aux poids lourds japonais, parce qu'il y a une petite concurrence de ce côté-là aussi en judo. Et le comportement des athlètes ne fait pas réagir que David Douillet, puisque Romain Barras, le patron des Bleus de l'athlétisme, a recadré ses athlètes dans une lettre à leur destination, leur intimant de rester humbles et de se montrer dignes de leur sélection. Lettre dans laquelle il regrette également des comportements inadaptés de certains athlètes. Et alors, on termine avec ce coup de gueule d'un média grec sur les Jeux Olympiques organisés à Paris. Ouais, un coup de gueule pour le moins surprenant. Il vient de la part d'Ethnos qui qualifie les Jeux de Paris comme les pires Jeux Olympiques depuis des décennies. Alors moi j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien pour le moment. Oui, vous n'êtes pas le seul, la presse étrangère est d'ailleurs unanime et conquise par l'événement, mais le média grec dénonce, je cite, des injustices flagrantes dans des sports où le jugement humain prévaut et va encore plus loin avec un parti pris des juges, principalement envers les athlètes français et provocateurs. Voilà. La réalisation médiatique de l'événement est elle aussi critiquée. Selon lui, il n'y en a que pour les monuments de Paris et principalement la Tour Eiffel. Oui, ça frappe fort en effet. Ouais, même les supporters en prennent pour leur grade. Ils sont comparés à des fanatiques qui ressemblent à des hooligans. Et le média prédit des lancers d'objets. Un peu d'ambiance. Voilà, mais attention, le média appartient le média appartient à un certain Ivan Savidis, oligarque russe qui a ses entrées au Kremlin. Ah bon. Et avant de vous quitter, j'ai vu quelque chose avant de rentrer en studio. On va mettre le son. Est-ce que vous reconnaissez ?
Bien sûr. Génial. C'est Gala. C'est Gala. Et qui reprend en fait cette musique? Et bah c'est la garde républicaine. Donc, c'est génial. On dit qu'il n'y a pas d'ambiance. Bah si, on met l'ambiance finalement, voilà. Et même la garde républicaine. On répond à Ethnos sur Sud Radio. Comment il reprendrait Freedom Desire aussi bien que la garde républicaine? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Merci beaucoup, Jules Boscarini. Bon, et on va continuer de notre côté sur un sujet un peu moins souriant, on va dire, mais c'est aussi la réalité du terrain, parce que Sud Radio, dans tous ses états, c'est aussi malheureusement les sans-abri qui ont disparu des rues de Paris. Où sont-ils? Certains ont été relogés. On a vu aussi l'organisation par un collectif de défense des migrants, de tentes qui ont été posées dans Paris, qui ont ensuite été enlevées par le préfet. Donc voilà, comment va se dérouler le relogement des sans-abri après les Jeux Olympiques? On va se poser cette question parce que les Jeux Olympiques arrivent bientôt à leur terme. On va en parler avec Yann Manzi, cofondateur de Utopia 56. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il y a les autorités qui ont démantelé des camps de sans-abri avant les Jeux Olympiques. Des contrats de 30 jours prévoyaient de les reloger le temps de l'Olympiade. Est-ce que vous savez ce qu'ils vont devenir et ce qui va se passer ensuite? Non, on ne sait pas. Bien sûr, on demande qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces personnes, parce que c'est pour les remettre à la rue, mais c'est un peu ce qu'on vit depuis des années, et notamment depuis 10 ans qu'on est, nous, sur le terrain, mis à l'abri, mis à la rue, mis à l'abri, mis à la rue, c'est incessant. C'est pas que c'est des nouveaux tout le temps, non, c'est vraiment le système qui ne fonctionne plus au niveau de l'hébergement d'urgence, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place, 330 000 personnes dans les rues de France, nos compatriotes, mais aussi des exilés, hein. Mais c'est pas que les exilés, c'est aussi nos compatriotes qui sont dans la rue, et il n'y a pas assez de place. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire après les JO? On ne sait pas, on s'inquiète. Et on pose la question de qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces personnes? Et est-ce que la pérennité des logements va continuer? Parce que ça serait vraiment faire n'importe quoi que de remettre tout le monde dans la rue, quoi. Mais ils sont logés où en ce moment exactement? Et combien de sans-abri? Est-ce qu'on a une idée? Alors c'est plusieurs milliers de personnes, hein. Je ne sais pas si vous êtes rentré en contact avec le revers de la médaille, mais on a fait un rapport de 1 an de nettoyage social, comme on l'a appelé, des rues de Paris, avec dans un premier temps 10 SAS en France de 50 places pour orienter des exilés en région, avec souvent un travail social qui n'est pas fait au départ des bus, donc on peut imaginer que très compliqué pour les gens de monter vers quelque chose qu'on leur a pas expliqué. Donc il y a une partie des gens qui sont partis en région, il y a une partie des gens qui ont été mis à l'abri là début de mi-mois juillet à Paris, et après il y en a plein qui sont dans les rues, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il y a des milliers de gens dans les rues en France, et que ces gens, à Paris, ils ont été chassés pour la plupart d'entre eux. Une toute petite partie a été mise à la rue, et tous les jours, nous, notre association et plein d'autres, rencontrons des publics qui sont à la rue. Par contre, extérieur Paris, périphérie de Paris, et bien sûr avec le cordon policier qu'il y a autour de ces JO, on peut imaginer qu'il y a plein de publics qui aujourd'hui ne circulent plus, tout simplement parce qu'ils sont dans des situations complexes et qu'aujourd'hui les gens se cachent en fait. Dans le rapport que vous indiquiez, vous recensiez 138 expulsions de lieux de vie informels dans la région francilienne, et plus largement vous annoncez que ces expulsions ont concerné 12 545 personnes, avec une nette augmentation sur la période avant les JO. Tout à fait. Ouais, allez-y. Allez-y. Tout à fait. Le rapport, il est vraiment bien étayé. Il permet de documenter la réalité de ce qui s'est passé, et notamment sur certains publics cibles qui ne sont jamais pris en charge. C'est ce qu'on appelle les mineurs étrangers, qu'on va évaluer, qui sont arrivés en France, qu'on va évaluer au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, on dit qu'ils sont pas mineurs, et on les balance dans les rues par milliers au niveau national. Bien sûr, à Paris, c'est important. C'est tous les jours, en moyenne, une trentaine de jeunes qu'on jette dans les rues. Alors après, qu'ils soient mineurs ou pas mineurs, ça c'est pas nous notre sujet. Mais ce qu'on dit, c'est pourquoi on les met dans les rues, et ça continue tous les jours, même pendant les JO. J'ai eu un appel hier d'un papa qui a été évacué de l'hôpital avec son bébé qui venait naître de 3 jours, qui s'est retrouvé à la permanence d'Utopia pour essayer de trouver des hébergements citoyens. Donc même pendant la fête, c'est pas la fête pour tout le monde en fait. Ouais, on le sent bien. Alors la mairie de Paris, elle est quand même dirigée par, c'est une mairie de gauche, par Anne Hidalgo. Est-ce que vous le regrettez, ça, que même une mairie de gauche au final ne se tourne pas véritablement pour reloger, propose des solutions? Alors où se situe la solution de votre côté? Et je poursuis même la question du camarade Joseph. Est-ce que vous avez eu des liens avec la mairie ces dernières semaines qui vous aident, ou que vous avez interpellés et qui vous apportent des réponses concrètes? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hébergement d'urgence des personnes à la rue ce n'est pas de la responsabilité de la mairie de Paris, mais de l'État. Et c'est bien là qu'il faut remettre la balle au centre. C'est l'État
qui doit donner les moyens aux élus en France, que ce soit à la mairie de Paris ou ailleurs, de ne pas laisser ce qui se passe dans ces rues. Donc il faut bien faire la différence entre ce qui appartient à la mairie de Paris et ce qui appartient à l'État. Aujourd'hui, on parle des gens qui devaient être pris en charge par l'État et qui ne sont pas pris. Oui, nous avons eu des discussions avec tout le monde, avec le COJO, avec le ministère du Logement, avec tout le monde. On a même fait et proposé justement pour que ces Jeux Olympiques aient un héritage social, qu'on puisse dédier en France 20 000 places d'hébergement d'urgence qui serait l'héritage des Jeux Olympiques, de façon à ce que sur tous les sites olympiques en France où il y a eu du travail, il y a un vrai travail avec toutes ces personnes qui soient mises à l'abri. On a été reçus partout. La seule réponse qu'on nous a fait, c'est ne vous inquiétez pas, il y a la police, on n'aura pas forcément besoin de mettre toutes ces places et tous ces gens à l'abri. On nous a donné 200 places. Donc il y a un moment donné, c'est vraiment ne pas prendre conscience de ce que disent toutes les associations depuis des mois et des années. Rappelez-vous, on a parlé des enfants à la rue cet hiver. Les gens, ils n'ont pas disparu pendant les Jeux Olympiques, même si aujourd'hui on les voit pas. C'est tout simplement parce que, dû à la présence policière intense, et bien sûr, les gens aussi, ils ont peur en fait. Ouais, vous dénoncez quelque chose d'un peu éphémère, du coup, dans ce Paris où il n'y a presque plus de pauvreté ni de mendicité. Il y a eu une opération de communication qui a été faite avec un campement de sans-abri qui s'est installé à Place de la Bastille. Ordre du préfet, il a été démantelé immédiatement. Il n'y avait personne dans ces tentes. Yann Mandy, cofondateur de Utopia 56. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas attendre la fin des Jeux Olympiques pour reprendre ce genre d'initiative? Alors, ce camp, il était installé depuis 2 mois par le droit au logement, le DAL, qui milite pour un droit au logement opposable avec les doigts d'Allo, en fait des centaines de milliers de personnes sur une liste d'attente depuis des années alors qu'ils sont prioritaires sur le logement, et on s'est unis simplement parce que c'est le même combat en fait. Le combat du logement en France est un vrai sujet, de l'hébergement est un vrai sujet. Les personnes que vous avez vues Place de la Bastille, c'est des personnes que nous avons tous les soirs à charge des associations et des citoyens, des personnes qui ouvrent leur lit, leur canapé un soir, des paroisses qui nous ouvrent leurs portes, sauf qu'au bout d'un moment, fort des non-propositions de l'État, alors que nous avons travaillé pour faire en sorte que la fête soit un peu plus belle pour tout le monde, avoir la réponse d'un préfet qui nous dit sur les 7000 places qu'on a demandé à Paris, avoir 200 places, faut pas s'étonner que les invisibles et les gens qu'ils ont cachés, quelque part ils réapparaissent. Ces gens ont des droits et on est en train de se battre pour les faire valoir. Est-ce que certains sont un peu, on va le dire clairement sur Sud Radio, certains sont un peu dégoûtés de voir la réussite de ces Jeux Olympiques? Tout est beau, tout le monde sourit. Est-ce que une partie de vous se dit c'est pas ça la réalité et stop, on arrête un peu de dire que tout est beau dans le meilleur des mondes? En vrai, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au niveau politique, personne ne parle de rien. On n'entend personne. Et vous n'avez pas du tout eu de lien, par exemple, avec l'État, la ministre démissionnaire du logement, pendant cette période où visiblement il y aurait des choses à faire? On les a eu en amont, mais ils n'ont rien préparé. Non, mais actuellement, depuis que les Jeux ont commencé et depuis qu'il y a une urgence visible. Non, il y a rien du tout. Le seul contact qu'on a eu, c'est suite à la mise à l'abri d'hier. Nous, on a dit, mais il nous reste beaucoup de gens dans la rue. Comment on fait pour trouver un lien directement pour que les gens ne passent plus par le trottoir? Le responsable de la DRIM nous a donné son mail pour lui envoyer les listes. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Mais par contre, je suis persuadé que ça va durer le temps des Jeux Olympiques et qu'après cette fenêtre de communication qu'on essaye d'ouvrir pour continuer à mettre ces gens vulnérables à l'abri va très vite se refermer. Et la question qu'on pose, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Bien sûr, c'est tous ces étudiants. N'oubliez pas que, bien sûr, sur le nettoyage social qui s'est passé pendant les JO, c'est la fermeture de squats. Donc voilà, ils ferment des squats, d'accord, mais ils proposent pas de mise à l'abri. Donc tous ces gens, par milliers, qui ont été mis et chassés des hébergements d'urgence, des hôtels confirmés, des squats, ils n'ont pas disparu. Ils sont bien quelque part. Et notre travail à nous, bien sûr, c'est de se battre pour que leurs droits existent, qu'ils soient français ou étrangers. En France, dans notre pays, on a l'inconditionnalité de l'hébergement pour l'instant. C'est ça la loi. Et pour que l'État et non les mairies, parce que c'est l'État en fait. On est en train un peu de vous perdre, Yann Mandy. On est en train un peu de vous perdre. En tout cas, on a entendu votre appel, on a entendu votre message. Yann Mandy, cofondateur de Utopia 56, pour savoir comment va se dérouler le relogement des sans-abri pour les Jeux, après les Jeux Olympiques et aussi des étudiants. C'est toute une question. Et comme on se parle vrai dans Sud Radio, on se dit tout. On a abordé les aspects négatifs de ces JO pendant cette émission, mais on va conclure sur une note plus que positive et on vous réserve une petite surprise musicale en compagnie de Leslie Dufaux.
Dufaux, responsable de la programmation sportive de Paris 2024. Parenthèse musicale, parce que tous les tubes qui subliment les moments de nos athlètes et nos cérémonies, c'est elle qui les organise. Donc elle est avec nous en exclusivité sur Sud Radio. Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. On est toujours avec vous sur Sud Radio en compagnie de Joseph pour le dernier quart d'heure de ces Jeux Olympiques dans tous leurs états. Et je vous préviens que l'invité qui suit est absolument sensationnel. On est très content de la recevoir parce que la folle playlist des Jeux Olympiques, c'est elle. La personne qui sublime nos JO en musique, c'est elle. Et les tubes qui défilent et qui sont à fond ensuite et au top des classements sur nos téléphones et dans les radios, c'est elle aussi, Joseph. Alors on va vous expliquer pourquoi on a choisi de parler de musique, parce que les Jeux Olympiques nous laisseront bien évidemment des images dans la tête pour toujours, mais aussi des musiques. Des fois on a même un peu de mal à s'en défaire, n'est-ce pas Amir? On va réussir, on sait comment, tout va nous sourire, on sait comment. Ah, celle-ci, on va pas se mentir, si un proche ou une radio que vous écoutez la passe, on est battu, on l'a dans la tête pour la journée. Donc voilà, celle pour laquelle j'ai un vrai faible, on va pas se mentir, elle me met des frissons. Maxime, c'est celle-ci. Elle passe notamment sur les podiums. Magnifique hymne au jeu composé par Victor Lehmann. On voit encore le cheval effleurer l'aube de la scène pendant la cérémonie d'ouverture. Et puis après, pendant les épreuves, dans les stades, une playlist incroyable, magnifique. Et celle qui a finement sélectionné ces musiques, elle est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Leslie Dufaux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable de la programmation sportive de Paris 2024. Alors on va écouter quelques musiques que vous avez choisies. On va surtout expliquer pourquoi et comment vous les avez choisies. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi une telle place centrale pour la musique dans ces Jeux Olympiques? Il fallait que les tribunes des sites olympiques chantent et bougent. Alors, d'abord, on a affaire à un socle d'athlètes, à une population d'athlètes qui ont un capital sympathie incroyable. Donc, de toute façon, l'énergie, elle est générée par eux et on a affaire à un public qui est bouillant. Donc, la musique, ça nous aide à canaliser cette énergie et à les aider à l'exprimer tous ensemble et de manière synchronisée. Donc c'est déjà une vraie manière de les accueillir, de les mettre dans une ambiance et de les aider effectivement à tous se fédérer autour d'un rythme, d'un moment et d'une énergie qui est instillée par la programmation musicale. Et vous pensiez que ce public-là, en l'occurrence parisien, français, qui est à Paris, pas forcément parisien, mais il était plus à même de vouloir de la musique? Alors, on est dans des stades, donc de toute façon, dans les stades, on a envie de s'amuser, on a envie de venir exprimer de la joie. Donc, la musique, c'est quand même un élément qui fait partie prenante des compétitions sportives de manière générale. Oui, clairement. Les jeux, de toute façon. Mais c'est vrai qu'on l'avait jamais vu à Rio, à Tokyo, autant de musique à ce point-là. C'est vrai que peut-être qu'il est plus à même d'apprécier. Mais alors, on sort quand même d'une édition. L'édition précédente, c'était Tokyo. Tokyo s'est joué à la clos à cause de la Covid. Je pense qu'il y avait une espèce de traumatisme aussi de la part des athlètes d'avoir performé dans des stades vides. Ils entendaient les bruits de leur pas résonner dans le vide, quoi. Donc, on avait besoin. Et puis après Tokyo, on a traversé le tunnel un peu anxiogène qu'on connaît tous, avec pas mal de choses qui nous ont divisés, que ce soit dans le pays, nous-mêmes ou même à l'extérieur. L'actualité internationale, elle n'a pas été quand même non plus d'une joie folle pendant les dernières années. Et en fait, pas extrêmement réjouissante. Et en fait, on a capté très très vite que ce moment des Jeux, c'était un moment où on arrivait à réunir le monde. Et c'est une espèce de parenthèse enchantée qui fait du bien à tout le monde et où tout le monde a envie. Et quand on est heureux, qu'est-ce qui se passe? Et on chante quand on est heureux. Donc nous, on a énormément réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait accueillir le monde, parce que notre créneau de départ, c'était vraiment de vouloir mettre en majeur la culture française, et on le fait de plein de manières d'ailleurs, parce que la musique, on a des mappings, on a des animations, on a essayé de mettre du sens et de la culture française. D'ailleurs, on va les écouter. Leslie Dufaux, responsable de la programmation sportive de Paris 2024, responsable de la programmation musicale. Alors, déjà, ça a commencé avec les Rugbyman d'Antoine Dupont. On va écouter quelques musiques. Ils sont devenus champions olympiques dès le début.
début des JO, hein, dès le premier jour, le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Il y a une musique qu'ils adorent dans le rugby, c'est celle-ci. Alors c'est du Joe Dassin bien sûr, et les rugbyman ils ont aussi aimé et chanté à tue-tête ça. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Du Johnny Hallyday, bien sûr, c'est devenu quasiment l'hymne du rugby à 7. Ça a été chanté dans le Stade de France, à répétition aussi au Club France. On parle de 4000 titres que vous avez choisis, Leslie Dufaux, 900 artistes et surtout 60% de morceaux français. Pourquoi avoir choisi autant de morceaux français? Il fallait faire briller notre patrimoine? Oui, il faut faire briller notre patrimoine. Encore une fois, c'est les Jeux de Paris 2024, donc on s'est posé la question de savoir comment est-ce que les Jeux de Paris 2024 ne pouvaient ressembler que à Paris 2024. Et là, voilà, la culture française, ça fait partie de notre patrimoine. Quand les étrangers viennent en France, si vous vous amusez à vous balader sur les Champs-Élysées, vous entendez naturellement les étrangers qui fredonnent aux Champs-Élysées de Sacha Distel. Ils ont envie de venir entendre parler d'Edith Piaf. Donc voilà, pour nous, c'était une évidence qu'il fallait qu'on mette en majeur les grands marronniers de la chanson française et qui marchent dans les stades. Oui, bien sûr. Effectivement. D'ailleurs, on a entendu Sharon Stone chanter ça. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. À Joe Dassin encore. Leslie Dufaux, quand vous entendez Sharon Stone chanter aux Champs-Élysées, ça doit vous faire plaisir. C'est gagné. C'est génial. C'est génial. Et je ne vous parle même pas de Snoop Dogg. Mais ça, c'est incroyable. Non, mais c'est ça votre véritable succès. C'est que vous avez réussi quand même à rassembler des générations autour de titres modernes, beaucoup plus récents, des artistes atypiques, des artistes oubliés. C'est ça qui est extraordinaire, dont vous devez avoir une véritable fierté, non? Alors, on m'a dit récemment, il y a beaucoup de chanteurs morts dans cette playlist. Et je réponds, mais ils nous rendent quand même vachement bien vivants. C'est vrai. Belle réponse. On a essayé aussi d'aider les gens à pouvoir chanter ces chansons-là pour pouvoir se rassembler autour. Donc on a mis en place une idée extrêmement simple qui est le karaoké. Parce que le karaoké, du coup, vous avez les paroles qui s'affichent dans les écrans. Et en fait, ce karaoké, à la base, nous paraissait une idée un peu anecdotique, mais qui restait un support pour les aider. Ça a créé des moments extraordinaires dans les stades qui vous mettent les poils, qui vous mettent les larmes aux yeux. Et quand vous avez 65 000 personnes au Stade de France qui chantent Emmène-moi au bout de la terre, c'est gagné, quoi. Mais pas qu'au Stade de France, dans le studio de Sud Radio, à chaque fois qu'il y a une chanson, je vous rassure, les gens montent sur la table. Alors, il y a eu du gala, évidemment, avec Free From Desire, notamment, qui a été chanté en karaoké. Sweet Caroline aussi a été repris pour des musiques aussi étrangères, notamment anglaises. Alors, Free From Desire, ça a été chanté pour les nageurs au Trocadéro. L'escrime, de son côté, c'était plutôt ça. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. C'était Voyage. Alors on parle de Désirless. Il y a certaines musiques qui ne résonnent que sur certains sites olympiques, Leslie Dufaux. Expliquez-nous pourquoi est-ce que certaines musiques correspondent à certains sports? Alors, on n'a pas fait une programmation pour faire une programmation, on l'a quand même réfléchi un petit peu. Quand vous accueillez les gens au breaking, vous les accueillez pas de la même manière qu'au golf. Vous les accueillez pas de la même manière qu'au tennis. Donc on a déjà essayé de respecter l'identité des sports et leur énergie. Et ensuite, quand vous êtes dans un lieu, vous respectez aussi l'identité du lieu. Vous n'accueillez pas les gens de la même manière à Versailles qu'au Grand Palais ou à la Concorde, parce que l'énergie est totalement différente. Donc on a essayé de faire en sorte d'envelopper les gens dans un cocon musical qui puisse aussi aller avec la session, avec le lieu, mais aussi avec le moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sessions, et ça on le peaufine petit à petit, au fil de la semaine, on observe, on voit ce qui prend, on voit ce qui prend moins. Pardon. Et par exemple, à Bercy, à la gymnastique, vous avez Céline Dion qui cartonne.
vous n'avez qu'à lancer les 3 premières notes de J'irai où tu iras. Là, c'est le feu. Encore une fois, ça vous met les poils. Et puis, vous avez Simone Biles qui arrive en finale. Et là, vous vous dites, bon, allez, c'est la session la plus bouillonnante. Vous lancez Céline Dion et là, ça ne prend pas du tout. Même si Simone Biles, c'est la seule qui a un tout petit peu critiqué notre programmation musicale et notre. Mais bon, c'est la seule. C'est ce qui prouve que personne n'est parfait. C'était un autre sujet. Voilà, mais la salle est pleine d'Américains. Elle était remplie à 80% d'Américains et on s'est dit, ça marche pas. J'irai où tu iras, ça marche pas sur les Américains. On a switché et on a envoyé Sweet Caroline, et là, qui est un morceau qui marche extrêmement bien dans les salles anglophones. Et là, c'est parti. Donc on s'adapte aussi au public. Bon, merci beaucoup Leslie Defoe de nous avoir raconté cette playlist. Vous êtes responsable de la programmation sportive de Paris 2024. Et on va quand même espérer que cette playlist, elle soit rassemblée de manière officielle sur les plateformes. Leslie Defoe, parce qu'il le faut. C'est vrai qu'elle est plutôt sympa pour les soirées. Exactement. Et déjà, rappelez-vous, le lendemain de la cérémonie d'ouverture, le nombre de sites de streaming de musique qui avaient créé justement la playlist de la cérémonie d'ouverture, parce que tout le monde avait adoré la programmation. Donc excellent choix, une fois n'est pas coutume, mon cher Joseph, de cet invité. Un très bon moment. Merci à Amélie aussi qui a participé, Amélie Béguin qui a participé à la programmation de cette émission. Et merci plus grandement à toutes les équipes de Sud Radio qui nous permettent de faire cet été en direct et avec vous. On se retrouve demain entre 10h et 13h, toujours en direct, et vous restez évidemment à l'écoute de Sud Radio toute l'après-midi.